Hello hello, bienvenue à la Gare à Jeux. Encore aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur nos séries vidéo sur le jeu de cartes à collectionner Flesh and Blood avec Sneak et la Belette. Salut à toi, encore heureux de te retrouver aujourd'hui. Tu vas bien? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Et puis alors, j'imagine que vous attendiez cette vidéo puisqu'on a fait toute une série. J'expliquais à chaque fois, vous pouvez regarder la playlist, hein. Donc c'est vraiment accessible pour les débutants et puis pour que moi petit à petit aussi je puisse me former au plus haut niveau sur le jeu. Et donc tu es là pour nous aider. Donc vraiment, on vous invite à regarder les vidéos précédentes où on explique les règles, on explique comment débuter au jeu, comment récupérer des cartes le moins cher possible, etc., etc. Enfin bref, vous prend vraiment par la main pour débuter sur le jeu et au fur et à mesure évidemment des épisodes, et ben on va monter en niveau. Si jamais ça vous semble compliqué, c'est que vous avez sûrement pas vu les vidéos précédentes puisqu'on essaye vraiment de faire du pas à pas, on essaye vraiment de vous avoir aux petits oignons. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'intitulé de la vidéo, c'est quoi? Et ben c'est en fait on a vu comment on a vu les classes, on a vu comment débuter sur le jeu, comment faire son premier deck le moins cher possible en commoner, on a vu comment améliorer, comment après du commoner passer sur du blitz deck ou de l'armory deck, et aujourd'hui on va aller un peu plus loin puisque en gros on va maintenant faire comment aller sur la scène compétitive avec ce qu'on appelle des decks budget et des decks compétitifs, hein, donc sur Flesh and Blood en construit. Donc là on va parler vraiment du format construit et pas du format blitz. Donc on va reprendre un peu voilà l'organigramme que je vous avais fait quand vous avez proposé donc faire son premier deck sur Flesh and Blood. Donc la vidéo précédente on a vraiment parlé du commoner, blitz deck, armory deck, et aujourd'hui tu vas nous parler donc des decks budget et du deck compétitif, et on va faire ça sur un peu sur Aira adulte puisque Aira adulte vient juste de sortir, et donc tu vas nous présenter en fait deux decks avec Aira, même si évidemment ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui on peut le reporter sur d'autres héros, même si à chaque héros il va évidemment falloir adapter en fonction de la mécanique de jeu du héros. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que voilà, de tout ça? Oh bah t'as très bien présenté le projet du jour, donc c'est cool. Juste un truc pour la liste budget, c'est les listes budget, c'est les listes en fait qu'on a présentées la semaine, enfin il y a 2 semaines du coup, avec avec les listes, les armory decks, ce genre de choses. Ça, ce sont les vraies listes budget. Là, liste budget, on aurait dû mettre des petits guillemets parce que l'idée c'est vous voulez vous investir un peu plus dans le jeu, et du coup c'est comment commencer quand on n'a pas les moyens d'acheter le deck compétitif direct et qu'on veut y aller petit à petit, pas à pas quoi. Mhm. C'est plus ça, donc Ouais, budget avec ouais. des guillemets. Budget, mais il faut mettre un peu plus de sous que, Compétitif mais voilà, budget quoi. c'est ça. La dernière fois, c'était avec 1 euro, vous jouiez. Là, aujourd'hui, il va falloir mettre un peu plus d'argent quand même. Il va falloir C'est la suite, ouais. sortir un peu le porte-monnaie quand même. Mais bon, ça veut dire Mhm. que déjà, vous avez joué un petit peu. Vous avez déjà fait quelques semaines, voire quelques mois largement avec ce qu'on avait proposé sur la vidéo précédente. Et là, vous avez vraiment envie d'aller un cran au-dessus. Et en fait, quand tu réfléchis, quand tu passes vraiment du temps sur un jeu, c'est sûr, c'est toujours un investissement, mais tu t'y retrouves quand même si tu passes ton temps dessus. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes donc aujourd'hui? Alors, C'est quoi le menu? ouais, je veux parler un peu de la méthode que j'ai employée pour faire ces listes-là. Pour trouver ces listes-là, parce que c'est ce que vous allez pouvoir faire et vous allez l'adapter avec le héros que vous avez envie de jouer. Donc nous, on l'a partie sur Aira. Mais là, voilà. Là, je pars en fait dans du principe que vous avez un peu plus de budget, vous avez envie de vous investir un petit peu plus dans le jeu et d'aller faire des armories à votre boutique, aller faire pourquoi pas des petits tournois, même si le deck est pas parfaitement optimisé, ça peut très bien se passer quand même. Et vous allez pouvoir vous amuser à avoir des mécaniques un peu plus complexes grâce à ces listes-là. Et vous savez pas trop par où commencer parce que, encore une fois, il y a plein de cartes, il y a plein de listes, tout ça. Donc, meilleure méthode, je l'ai déjà dit là il y a 2 semaines, mais ça reste la même. C'est le Discord français. Si jamais vous pouvez y aller, c'est là où vous aurez le plus les meilleures réponses et les plus adaptées à votre héros. Ou à votre commu locale, hein, ça marche aussi, j'imagine. Je connais pas toutes les communes locales de France, mais c'est généralement des communes qui sont très bienveillantes, et donc il y a aucun souci. Sinon, vous pouvez faire comme j'ai fait moi et chercher un peu sur Google des listes de tournois. Donc elles sont dispo. On n'a pas préparé de visuel, mais vous avez un site qui est très 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 bien fait pour Flesh and Blood qui s'appelle Fabrary. Fabrary. Et dedans, vous pouvez chercher donc les listes des gens qui ont gagné, qui ont fait des très bons résultats sur des tournois. Et donc ça, vous pouvez vous en inspirer parce que vous êtes sûr que ce sont des listes qui sont bonnes, puisqu'elles ont parfait sur des tournois, donc c'est factuel, quoi. Et donc pour avoir des listes budget, parce que c'est des listes que pour le coup sont assez optimisées, donc assez chères,
Et ben je suis parti d'une liste complète de Aira, et j'ai enlevé les cartes chères, les cartes qui coûtaient d'après moi trop cher, pour les remplacer par des versions un peu plus budget, quoi. Donc des cartes qui valent souvent pas grand chose. Et voilà, ça peut s'appliquer à, on va dire, même à tous les héros en fait, à tous les personnages, on peut appliquer cette méthode-là. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir, en enlevant uniquement les cartes très chères, vous allez avoir une structure qui va être cohérente quand vous allez acheter petit à petit les cartes qui sont chères. Voilà, comme ça, si jamais vous avez un budget de X euros par mois, bah, vous pouvez garder votre deck et juste changer petit à petit une carte par mois, deux cartes par mois quand vous avez les moyens, et avancer petit à petit avec ça, sans avoir besoin de changer toute la structure du deck. Parce que ça, c'est un peu dommage aussi si jamais vous partez sur une liste budget qui ne peut pas évoluer dans une liste complète, vous allez devoir virer des cartes, enlever beaucoup de cartes, changer de stratégie, réapprendre à jouer, réapprendre à interagir avec les autres personnages. C'est dommage de perdre cette énergie-là, je pense. Ouais, du coup c'est intéressant. Et puis comme tu disais, c'est si jamais vous n'avez pas l'option de si votre là par exemple on va parler de Aira qui a pas d'armory deck, donc effectivement vous pouvez pas dire bah j'améliore mon armory deck pour passer sur du compétitif. Donc là c'est pas mal dans ce sens-là quoi, dans le sens rétrograde. Est-ce que tu veux que je montre lequel tu veux que je montre alors? Avec plaisir. Le budget ou celui que tu as pris de départ et après on va vers le budget alors. On peut partir sur le budget je pense parce que justement j'ai préparé là. Hop. Voilà. Nous y voilà. Donc Aira adulte qui est sorti il y a que quelques semaines, hein, donc c'est tout récent. Aira existe depuis longtemps, mais par contre là on est quand même sur donc il y a encore des choses qui vont sûrement évoluer, qui vont bouger par rapport à la méta, parce que Aira, il y a pas de découverte quoi par rapport à elle en tout cas. Ouais, alors là on voit sur la vidéo hein, que c'est Aira adulte. J'ai pas parlé de cette précision là. Moi je suis parti sur des listes compétitives pour jouer dans le format classique constructed, donc à 40 points de vie et 60 cartes dans le deck, qui est pour moi le meilleur format de Flesh and Blood. C'est celui pour lequel il y a le plus de support de la part de l'éditeur, et c'est le format le plus plébiscité de toute façon par les joueurs. Donc je vais pas parler du Blitz, je parle vraiment plutôt du classique constructed. Donc on retrouve certaines similitudes par rapport à des cartes qu'il y avait en Commoner. Les deux armes, les Harmonized Kodachi. Les Kodachi, hein, honnêtement c'est juste la meilleure arme des ninjas actuellement. Donc on la retrouve chez tous les ninjas. C'est une commune, donc ça va pas vous coûter plus cher. Les Tide Flippers, hein, les bots d'Arcade Barrière qui étaient les mêmes dans le Commoner. Précision, avant qu'on regarde un petit peu la liste en détail, par rapport aux équipements. Là, j'ai laissé en fait tous les équipements qui sont un petit peu onéreux pour le coup dans la liste telle quelle, sans proposer des versions budget. J'ai passé la liste, donc le cœur des cartes en version budget, mais les équipements, je les ai gardés tels quels. Si jamais vous voulez vraiment débuter, vous pouvez prendre les mêmes équipements qu'il y a dans la version Commoner, donc sur la vidéo d'il y a 2 semaines. Ça marchera très bien pour débuter, mais le premier investissement, je pense, qui est le plus important à faire aussi, c'est d'acheter les équipements pour votre héros. C'est des équipements qui sont un petit peu chers, vraiment, j'en ai vraiment conscience. Par contre, les 3 équipements qui vont coûter cher, là, c'est la Fiendal Sprint Tunic, le Mask of Momentum et le Tiger Stripe Shuko. Je donne les noms en anglais parce que c'est ce qu'il y a à l'écran. C'est des équipements qui vont coûter cher. Je vais pas vous donner de prix parce que ça peut évoluer hein, d'un mois à l'autre. Mais ce sont des équipements la Fiendal Spring Tunic, c'est un équipement générique qui est joué dans beaucoup de decks, qui fait que si jamais vous voulez la revendre un jour, ça aura toujours de la valeur. Et si vous voulez construire un nouveau deck plus tard, alors maintenant ou dans 1 an, dans 2 ans, il y a de très bonnes chances que cette carte soit dans votre liste aussi. Donc c'est un investissement important, mais que vous allez pouvoir réutiliser. Mask of Momentum et Tiger Stripe Shuko, c'est des équipements qui sont liés à tous les ninjas et qui sont de très bons équipements de ninja. Je ne doute pas qu'ils soient réutilisés dans l'avenir dans d'autres decks, il n'y a pas de souci. Mais des decks de ninja. Le Breeze Rider Boot, c'est un équipement majestique, ça vaut quelques euros, c'est pas très cher. Je regarde parce qu'ils mettent, parce que du coup ils mettent, il la propose aussi, il propose celle-là aussi. Ok. Ouais, c'est un équipement. Alors normalement c'est un peu dans le side, mais j'ai bricolé un peu sur la liste. Là, on n'a pas de side. On va y venir. Ok. On peut aller voir un peu plus le cœur des cartes si tu veux. Ouais.
Alors, là où c'est un peu intéressant, donc on va retrouver donc pas mal de similitudes avec, la decklist, Commoner. On voit les Think Below et les Fate for Sin, donc les défenses-réactions, sont restées les mêmes. Elles sont bien en Commoner, elles sont bien en Classic Constructed. On en a rajouté une nouvelle par contre, c'est en haut à droite, c'est le Flick Flack, qui est une carte rare, donc on n'a pas le droit de la jouer en Commoner. Mais c'est une très bonne défense-réaction, également de Ninja. Hmm. On a d'autres, on a aussi d'autres cartes en commun, donc on a le Razor Reflex. Bon, je vais pas faire toute la liste, mais en fait, vu que la stratégie est la même en commoner que en Classic Constructed, en compétitif finalement, on a pas mal de cartes en commun aussi. On a toujours cette idée d'avoir à peu près un tiers du deck qui est bleu, et d'avoir des bleus qui bloquent 3, et d'avoir des bleus qui coûtent 0. Vous pouvez voir, hein, tout ce que je dis là, les chiffres sont bons. On a toujours ces chiffres-là à peu près, quoi. La différence, c'est qu'on a pu rajouter des cartes, on peut voir des cartes majestiques là qui ont des chiffres un peu plus élevés et du texte un peu plus pertinent, parce que ce sont des cartes rares ou majestiques qu'on n'avait pas le droit de jouer en common. Molinki, pour 1, ça tape à 5. On va pas souvent faire l'effet du combo, mais peu importe. Pour 1, ça tape à 5, ça bloque 3. C'est très bien. Donc là, tu disais, là, effectivement, comme tu disais sur la vidéo précédente, on voit qu'on n'a pas de jeunes, on a la répartition qui est toujours la même au niveau des bleus et des rouges. Et après, donc, les majestiques qu'on a rajoutés, donc ça va être vraiment, ça va tourner autour de sa capacité, parce que, après, je sais pas si on en a beaucoup parlé, sur les deux, on va dire, les deux versants. Tu me disais qu'il y avait deux versants vraiment sur Aira en construit, de comment comment on allait la jouer, c'est ça, hein? Sur comment on va choisir ses cartes par rapport à la façon dont on va vouloir jouer le perso. Tout à fait. Alors il y a deux possibilités on appelle ça des builds, deux builds possibles pour Aira. Il y en a un qui est assez tempo, donc c'est ce que j'ai abordé dans la vidéo précédente, où en gros l'idéal c'est de bloquer avec une ou deux cartes de sa main et d'attaquer après avec le reste au tour suivant. Et elle est excellente à ça, elle fait des chiffres qui sont très impressionnants. Et très très stable, c'est très dur à enrayer cette machine-là. Mais vous pouvez aussi choisir de jouer de manière beaucoup plus agressive et de ne pas bloquer, de juste faire des gros chiffres et profiter de votre pouvoir de manière offensive et pour passer des effets qui sont intéressants à l'impact. C'est deux builds possibles. Là, j'ai pris la version tempo, donc la même qu'il y a 2 semaines, donc une version qui veut attaquer et défendre en permanence, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est ma préférée, c'est ce que je préfère jouer, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et deuxième raison, je pense que c'est la plus forte aussi, actuellement, pour Aira. D'accord. Voilà, alors je veux revenir rapidement sur pourquoi cette liste-là est budget, comment j'ai fait pour construire cette liste-là. Honnêtement, j'ai pas fait le calcul, mais dans les cartes qui constituent le cœur du deck, là, il n'y en a pas pour très très cher. C'est que des cartes qui sont. Les cartes qui sont majestiques sont pas des cartes qui sont très très jouées, c'est pas des cartes emblématiques ou quoi, donc c'est pas des prix très très hauts. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris une liste compétitive qui est une liste qui a fait un bon résultat. Alors, je sais plus d'où exactement je l'ai tiré, hein, mais qui a fait un bon résultat sur un tournoi international. Et j'ai retiré les cartes qui, pour moi, enfin, pour les cartes qui sont très chères, et j'ai essayé de les remplacer par des versions un peu plus faibles, un peu moins pertinentes de la carte, mais beaucoup, beaucoup moins onéreuses. Euh, on va sur des cartes qui vont coûter 50 fois moins cher, mais être un petit peu moins fortes. Mais donc, pour commencer et faire des armories, ce sera tout à fait suffisant. Et voilà, ça vous donnera le temps de vous investir à votre rythme. Je Oui, propose qu'on descende un peu plus parce que bas là, pour effectivement, là, tu voir vois, là, on est, si on prend les équipements, en plus, qui valent cher pour le coup, hein. Si on prend les équipements qui les valent cher, équipements, il y en a on est à pour 230 euros. 390 euros, là, sur ce qui est marqué en haut. Mais là, en plus, Alors, ça, je sais pas si ça prend pas en plus tout le... je sais pas, ce Ouais. prix-là est toujours très bizarre, Mhm. il est pas forcément juste. Alors, là, dans l'inventaire, en fait, normalement, c'est la partie qui est réservée au sideboard, donc à des cartes que vous pouvez échanger avec votre deck avant de commencer la partie. Là, en fait, ce sont les cartes que je vais rajouter dans le deck, que moi j'ai rajouté pour remplacer des cartes qui sont trop chères. Et les cartes qui sont trop chères, c'est les cartes que j'ai mis dans le maybe, juste ici. Donc je vais passer rapidement sur ces cartes-là, expliquer pourquoi elles sont dans le deck et par quoi je les ai remplacées.
Commandant de Conquer, c'est une carte emblématique de Flesh and Blood. Elle est là depuis quasiment le tout début du jeu. Une carte objectivement très puissante. Elle fait tout ce qu'on veut. Et elle marche très très bien dans IRA. Le problème, c'est qu'elle vaut 80 €. Donc quand il en faut 3, et ben, ça fait forcément un joli billet. Un très joli billet. Certes, c'est quelque chose qu'on réutilisera dans d'autres decks, mais je conçois tout à fait, moi-même, quand j'ai commencé le jeu, acheter les 3 cartes, ça a été des démarches, quoi. Donc ça, je l'ai remplacé. Donc, c'est une carte qui coûte 2, qui tape à 6 avec un effet à l'impact qui va être disruptif, qui va gêner votre adversaire. Là, pour 2, ça tape à 6. Si jamais ça touche, vous devez détruire la carte de son arsenal si jamais il en a une. On n'a pas de bon remplacement à cette carte-là, qui ferait un effet très similaire. Mais donc j'ai pris une carte qui tape à 2, enfin qui pour 2 pardon tape à 6, et qui va avoir un effet disruptif. Alors on pourrait penser, je pense, à Cut Down to Size. C'est la deuxième carte de l'inventaire. Qui pour 2 tape à 6, donc c'est les mêmes chiffres. Quand ça touche, si votre adversaire a 4 cartes dans sa main, il va défausser une carte. L'intérêt de ça, c'est que si vous jouez contre un deck qui est agressif, qui n'a pas envie de défendre, vous allez le forcer à défendre. Voilà, vous allez commencer, vous allez pitcher avec une bleue. Le premier pitch va être utilisé pour faire un coup de Kodachi qui va taper à 1, donc il va évidemment pas bloquer. Deuxième attaque, ça va être Cut Down to Size, pour les 2 de pitch qui restent, qui va venir à 6 plus 1 avec le pouvoir de Hera, donc 7. Et donc là, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites, bah maintenant tu dois utiliser au moins une carte de ta main pour bloquer, parce que de toute façon, si jamais tu gardes tes 4 cartes, et que tu laisses mon attaque te toucher, tu vas défausser une carte. Donc t'es obligé de ne pas jouer à 4 cartes. Et pour les decks les plus agressifs, c'est très embêtant. C'est moins bien qu'un commandant de Conquer. Aussi parce que commandant de Conquer a la bonne idée de bloquer à 3, et que Down to Size ne bloque qu'à 2. Mais ça reste tout à fait décent, c'est une carte qui est commune, donc ça vaut quelques centimes, ou un s'il te plaît dans votre magasin local. Alors moi par exemple tu vois donc parce que après ça va être l'idée ça va être de le mettre tout ça en application moi dans les tournois. Moi j'ai un Command & Conquer. Quand t'en as un, est-ce que tu en mets du coup quand même un et tu remplaces l'autre, t'en mets que 2, ou est-ce que tu dis ouais non comme j'en ai que un, tant pis je le mets pas. Non. Tu le mets quand même si t'en as que un parce que quoi qu'il arrive. Tout à fait. Ouais c'est ça. En fait vous pouvez acheter vos cartes petit à petit et les changer petit à petit. Flesh and Blood, c'est pas comme d'autres TCG où vous avez vraiment besoin d'avoir toutes les cartes en x3. C'est pas important. Vous avez pas le droit de dépasser x3, bien sûr. Mais si vous avez plein de x1 parce que vous êtes en train d'acheter les cartes, vous en avez récupéré une dans un booster et tout ça, je vous en prie, mixez, ça sera très bien. Ok. Donc ça c'est Unlightened Strike. Alors ça c'est une carte, alors c'est beaucoup moins cher que Command & Conquer. Tout ce que je vais dire maintenant coûte moins cher que Command & Conquer. Mais ça je l'avais revendu moi je crois, j'en ai revendu une mince. Aïe. Non c'est pas très grave. C'est une carte qui est, elle est jamais très forte, mais elle est tout le temps bien, voire très bien. Enfin elle est tout le temps bien. En fait, elle coûte 0, elle tape à 5. En coût additionnel, vous devez prendre une carte de votre main et la mettre sous votre deck. Donc ça vous coûte 2 cartes de jouer ça, mais vous pouvez choisir un effet. Soit vous piochez une carte, soit elle gagne plus 2, soit elle gagne go again. Et en fait, peu importe le mode que vous choisissez, la carte est bien. Mais elle est jamais extraordinaire. En fait, pour 2 cartes, vous pouvez faire 7 points de dégâts. C'est bien, mais il y a plein d'autres cartes qui font ça aussi. Et voilà, donc c'est une carte qui est... En fait, le fait qu'elle soit forcément bien, quand vous la piochez, si jamais votre adversaire ne vous attaque pas, et que du coup vous vous retrouvez avec 4 cartes en main, et ben vous pouvez jouer votre Unlightened Strike avec le mode Go Again pour avoir un tour où vous allez pouvoir investir toutes vos cartes en attaque. Si jamais votre adversaire vous a mis beaucoup de pression et que vous n'avez que 2 cartes en main, vous jouez Unlightened Strike qui va taper à 7, et donc c'est bien. Si vous met encore plus de pression et que vous êtes obligé de bloquer, vous bloquez à 3 avec, parce qu'elle a la bonne idée de bloquer 3. C'est toujours bien. Et c'est, peu importe la main, ça se met correctement, quoi. Elle s'utilise, quoi. Et alors, t'as pas dit l'option piocher une carte, parce que ça serait pas l'option spécialement que tu prendras en premier, quoi. En vrai, c'est pas une mauvaise option, ça dépend des decks. J'ai pas joué le deck Aira pour pouvoir dire si c'est un bon choix. Je pense que c'est loin d'être un mauvais choix. L'idée derrière Draw a Card, parce que c'est une carte qui n'a pas Go Again, donc une fois que vous avez joué ça, vous allez devoir mettre fin à votre tour. Donc l'idée derrière Draw a Card, c'est que vous n'avez pas d'arsenal, vous avez 2 cartes en main, Unlightened Strike et n'importe laquelle. Vous jouez Unlightened Strike, vous faites 5 points de dégâts. Vous prenez la deuxième carte que vous avez en main, vous la mettez sous le deck en coup additionnel pour la jouer. Et vous piochez une carte qui ira forcément en arsenal, quoi qu'il arrive. C'est fait pour. C'est entre guillemets le meilleur mode de Unlightened Strike, parce que du coup, vous allez recycler une carte de votre main, vous allez en prendre une en coup additionnel, la mettre sous le deck et repiocher une carte, donc ça se recycle, et vous allez quand même faire 5 points de dégâts.
Ce qui est bien, en fait, parce que du coup, en une seule carte, vous faites 5 points de dégâts, c'est vraiment intéressant. Mm. Mais c'est un peu risqué, parce que si jamais vous piochez une C'est bleue, ça. Et que tu. et la bleue, vous allez mettre en arsenal. Je rappelle que les cartes qui sont en arsenal ne peuvent pas être jouées offensivement, elles sont forcément pitchées. Vous pouvez pas bloquer non plus avec une carte de votre arsenal. Donc si vous mettez une bleue dans votre arsenal, ça peut être embêtant. C'est même possible que vous décidiez de ne pas mettre votre carte dans C'est ça. l'arsenal pour pas bloquer votre arsenal. Mm. C'est pour ça, je pense que c'est le meilleur mode. Selon les decks, on le fait ou non, selon le niveau de risque qui est associé. Il y a certains decks, typiquement Azalea, ne joue pas Undead Strike, mais si elle le jouait, n'importe quelle carte du deck d'Azalea peut aller en arsenal. Donc on jouerait tout le temps ce mode-là parce que mais n'importe quoi en arsenal, c'est bien. Et tu l'as remplacé par quoi alors dans le mode budget alors? Alors ça c'est très difficile parce que en fait il n'y a aucune carte qui est aussi versatile que celle-là. Donc je l'ai plutôt pris comme une carte qui veut vous aider à faire des tours un peu plus larges pour être un peu plus agressif. Et du coup je l'ai remplacé par Scar for a Scar, qui est une carte emblématique du jeu aussi. Qui est très bien, mais... Alors en fait c'est l'inverse de Unlatent Strike finalement. C'est une carte qui est très très bien, vraiment très forte, mais qui n'est pas... qui se met pas forcément bien selon la situation dans laquelle vous êtes au cours de la partie. Elle coûte 0. Elle n'a pas de coût additionnel, donc contrairement à Unlatent Strike, vous n'avez pas besoin de mettre des cartes sous le deck ou quoi que ce soit. Elle coûte 0, et elle a Go Again si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Et ça tape à 4. Donc l'intérêt de ça, c'est votre adversaire vous attaque, vous acceptez de prendre quelques points pour passer juste en dessous de lui, et au début de votre tour, vous faites Scar for a Scar, qui va remettre les pendules à l'heure en fait. L'avantage de ce genre de carte dans Aera, là je vais devenir, c'est un peu plus stratégique, un peu plus dans le détail, mais l'intérêt de ce genre de carte dans Aera, c'est que Aera elle a beaucoup d'effets disruptifs, beaucoup d'effets qui vous disent si jamais cette carte vous touche, si jamais cette carte fait des dégâts à votre adversaire, alors il a un effet négatif. Donc quand vous jouez contre Aera, vous savez que vous devez garder des cartes pour les investir en défense. Et quand votre adversaire, quand Aera commence son tour par Scar for a Scar, il y a 4 points de dégâts qui viennent avec Go Again. Ça fait mal. Le problème c'est que si vous investissez des cartes en défense sur Scar for a Scar et qu'après il y a un effet disruptif qui arrive, vous avez déjà investi des cartes en défense et vous allez plus avoir de main quoi. Donc c'est pas une bonne solution. Donc très souvent, ce Scar for a Scar, vous allez devoir le prendre en vous disant bah peut-être que les cartes avec lesquelles j'ai envie de défendre, il faut que je les garde pour après. Donc en fait c'est des dégâts un peu gratuits qui vont passer un peu automatiquement et c'est vraiment très intéressant. Alors on est d'accord que tout ça, ça reste le sideboard sur la version où on a toutes les cartes qu'il faut. Hein. On est d'accord que c'est pas. Donc après, ça sera de se dire à quel moment donné je vais les mettre ou pas les mettre dans mon deck, puisqu'au départ de base on les met pas dans son deck. Tout ça. Alors non, il y a des cartes qui sont de base dans le deck. Moi je les ai organisées comme ça pour qu'on puisse en discuter là dans la vidéo, mais non c'est Commandant de Conquer, Unlatent Strike et Warmonger's Diplomacy, ce sont des cartes qui sont de base dans le deck. Ah d'accord, voilà, c'est pas, donc elles sont pas dans le sideboard, tu les mets directement, mais peu importe, parce que j'allais dire oui, si t'en as qui mettent pas en arsenal, est-ce que tu vas mettre Commandant Conquer alors que l'autre... Non, mais des cartes en arsenal. Bon, mais les cartes en arsenal, c'est une mécanique de base de Flesh and Blood et c'est important de le faire. Donc ouais, donc ces 3 cartes-là, globalement, elles sont vraiment, quoi qu'il arrive, vous les mettez, quoi. C'est pas du sideboard, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Tout à fait. Et alors, du coup... Alors pourquoi donc celle-là, est-ce que tu peux nous... Voilà, je déteste cette carte. Non, je vais expliquer un petit peu. En fait, Warmonger's Diplomacy, c'est une carte qui vaut très cher et c'est absolument pas la priorité. C'est la dernière carte que vous voulez acheter si jamais vous voulez vous lancer dans le compétitif. C'est une carte qui est générique, donc tout le monde peut la jouer. Et le problème que j'ai avec cette carte, c'est qu'elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Mais en fait, elle coûte 0, elle pitch 3 et elle bloque 3. Ça fait que vous avez tout le temps, très souvent dans les decks, des cartes qui coûtent 0, qui pitch 3, qui bloquent 3, et que vous n'avez pas envie de jouer de toute façon. Donc, cette carte prend une place une place qui n'est pas chère, qui n'est pas importante. Le truc, c'est qu'elle a un effet. Alors, je vais pas le décrire en détail, expliquer l'intérêt, mais je vais le résumer. Je vais simplement dire que ça va gêner certains decks très précis sur certains tours précis. Mais c'est pour ça que j'allais te dire, est-ce que cette carte-là, pour ça que je disais pourquoi c'est pas du sideboard du coup, parce que malgré tout, elle a 0 pour 3, donc c'est 2, donc tu la joues quoi, même si ça se... En fait, elle a un effet qui, de temps en temps, de manière... C'est rare, c'est très occasionnel, hein. C'est vraiment... Vous allez la piocher sur 100 fois où vous la piochez, vous allez la jouer 3 ou 4 fois, très honnêtement. Mais quand vous la jouez, elle a un effet qui est sympa.
quand dans certains cas, elle a un effet qui est même très intéressant. Mais c'est très rare. Donc c'est pas du tout urgent d'acheter cette carte, sachant qu'elle vaut, je sais même plus combien elle vaut, mais ça monte tout le temps. Ouais, tu vois, C'est par très cher. exemple, tu vois, cette carte-là, effectivement, moi, tu vois, je l'ai pas et je l'achèterai pas en premier, quoi. Ah non, il faut vraiment l'acheter en tout dernier, tout dernier, tout dernier, tout dernier. Et voilà, bah, moi je me la fais. Alors, j'ai même pas encore acheté, hein. Je suis un joueur compétitif depuis plus de 2 ans maintenant. Je n'ai jamais acheté cette carte parce que pour les rares fois où j'en ai besoin, j'arrive à me la faire prêter. Et j'ai même pas envie de mettre l'argent nécessaire dedans. Je m'arrange avec d'autres cartes qui 3 coûtent 0 et bloc 3 aussi. Il y en a d'autres qui coûtent rien et qui Parce que, sont certes un petit peu moins bien. parce que globalement, Mais elle est forte contre c'est quoi les, tu vas pas tous les citer, mais ça serait quoi il n'y en a les, pas beaucoup à citer. il y en Il a y a fort contre Azalea principalement. voilà, c'est ça. C'était fort contre Viserai avant, c'est toujours fort contre Viserai aujourd'hui, mais c'est moins impactant. Avant, ça a arrêté complètement son tour, maintenant il peut souvent s'en sortir quand même. Mais c'est très fort contre Azalea par contre. Hmm. Et encore, même, ouais. Azalea maintenant, elle a reçu un équipement qui lui permet Oui, parce qu'après, de s'en sortir quand pour faire même. dans les Enfin, grandes lignes, du coup, ça t'empêche de jouer certaines cartes, et donc, contre Azalea, ça lui bloque son tour. Hein, je fais très oui, rapidement, hein, mais, c'est exactement ça. Ça empêche certaines lignes qui sont les lignes d'Azalea. c'est ça. Ok. Donc ça, Alors, c'est les, donc, ouais. je vais revenir, du coup, tant qu'on en parle de Warmonger's Diplomacy, je vais revenir aussi sur Poison the Well, l'autre carte bleue. Ouais. Qui est une carte qui ne bloque pas, parce que c'est une carte d'instantané. Toutes les cartes d'instantané du jeu ne bloquent pas. Vous n'avez même pas le droit de bloquer avec, mais c'est pas que ça bloque 0, hein, c'est que vous n'avez pas le droit de bloquer avec. En gros, ça dit que la prochaine fois que votre adversaire gagne des points de vie ce tour-ci, à la place, il perd des points de vie. Et ça, c'était joué en contre à une autre carte qui était très présente dans la méta, qui s'appelait Count sur Blessing. En français, c'est Estime-toi heureux, ce qui est très marrant parce que la carte était détestée. Mais la carte vient d'être bannie, en fait. Elle a été bannie là, elle a été plus ou moins bannie il y a quelques jours. Du coup, on n'a plus besoin de Poison the Well. Donc je l'ai simplement enlevé. Là, c'est même pas que la carte coûte très cher, bon, elle vaut quelques euros, mais c'est surtout qu'elle est pas utile du tout dans la liste. Donc je l'ai enlevé. Ouais, ça c'est une Donc là, histoire ça c'est une histoire de méta. Donc là, c'est toujours pareil. C'est quand vous Voilà, achetez des tout à fait. cartes, c'est compliqué des fois de se dire attends en fonction de. Bon, déjà faut regarder. On en parlait tout au début de la vidéo, mais attention, est-ce que le héros dans lequel je veux investir, est-ce qu'il a pas trop de points? Parce est-ce qu'il risque pas de repartir en Living Legend, donc ça vérifiez bien quand même avant. Et après il y a aussi le truc de est-ce que je vais investir de l'argent dans une carte qui est pour une certaine méta, si elle vaut tel prix quoi. Après ça c'est compliqué, Complètement. mais voilà, faut quand même y penser. Je t'ai coupé la parole, mais je te laisse. Non, aucun souci, la précision était intéressante. Donc là, ces 5 cartes bleues là, je les ai remplacées par 5 cartes bleues. Tu peux remonter un tout petit peu pour qu'on voit l'inventaire. Je les ai remplacées par 5 cartes bleues qui étaient déjà en x1 ou en x2 dans la liste. Donc je ne me suis pas trop mouillé. N'étant pas un expert d'Aera, j'ai pas voulu faire des bêtises. Mais donc j'ai rajouté juste des cartes qui sont bleues, qui bloquent 3, qui coûtent 0. Donc ça marche avec le reste du deck. Et ça fait honnêtement quasiment la même chose. Et enfin, c'est la différence entre avoir un Warmonger et avoir les cartes bleues que j'ai mis là, elle est minime. J'insiste vraiment dessus. Je pense que c'est pas du tout une priorité. Après, une toute petite dernière carte, on peut faire dans ces deux cartes là, les Erase Face et Weakest Link. On est encore sur des cartes qui ont les chiffres magiques, qui coûtent 2, qui tapent à 6, et qui ont un effet à l'impact. Erase Face, c'est une carte, c'est un métacall, c'est vraiment pour cibler une méta en particulier et certains decks. Et donc cette carte-là, vous allez pouvoir la mettre ou non dans votre liste, même si vous l'avez en x3. C'est une carte que j'ai retirée parce qu'elle coûte quelques euros. Vous pouvez, même si vous l'avez, vous pouvez parfois la retirer dans certaines méta en vous disant que l'effet n'est pas intéressant dans cette méta-là. Selon votre méta locale en armerie aussi, vous pouvez avoir des joueurs qui ne jouent pas, qui vont pas être très impactés par cette carte-là. Donc voilà. Donc cette carte, ça m'étonnerait pas qu'elle fasse des allers-retours dans la liste. Oh, il y a du bruit chez toi. Attends, excuse-moi, vas-y, continue. Non, pas de souci. Même si jamais vous avez la carte, la Aera vient d'arriver en Classic Constructed, donc elle va pas passer de Living Legend avant un moment. Et cette carte-là, j'en suis à peu près persuadé, va faire des allers-retours. Elle va arriver dans la liste, repartir, revenir, repartir, en fonction de la méta, c'est une adaptation. Pareil, je pense que c'est pas une priorité. L'effet est impactant dans certaines méta, mais pas toujours. Et en ce moment, elle est utile, quoi. En ce moment. Elle était utile il y a 3 semaines. Il y a eu des bans depuis, donc il faut voir comment la méta va évoluer.
La carte est bonne hein, en soi, donc même si vous l'achetez, si vous l'avez, c'est pas une erreur. Gardez-la dans votre étagère, elle va être jouée, puis plus jouée, puis rejouée, etc. Voilà. Ok. The Weakest Link, carte qui vaut beaucoup trop cher par rapport à sa puissance actuelle. Encore une fois, chiffre magique, ça tape à 6, ça coûte 2. Et celle-ci a la bonne idée en plus de bloquer 3, donc c'est vraiment sympa. Quand ça touche, vous regardez la main de votre adversaire et vous choisissez une carte qui n'a pas de valeur de bloc. Comme Poison the Well qu'on a vu juste avant, des cartes d'instantané n'ont pas de valeur de bloc typiquement. Si vous arrivez à trouver une carte qui n'a pas de valeur de bloc dans la main de votre adversaire, il la défausse et vous repiochez une carte. Donc ça, c'est encore une fois un méta-call. Est-ce qu'il y a beaucoup de héros qui jouent beaucoup de cartes d'instantané dans la méta? Si la réponse est oui, Weakest Link c'est une très bonne carte. Si la réponse est non, Weakest Link ne sert à rien. Ou tu la joues en side si jamais t'as Kaino ou d'autres. Ah, c'est du sideboard. C'est ça, ouais. Contre Kaio, contre Enigma, contre Zen, contre les decks qui veulent transcender. Alors bon, non, j'aurais pas dû dire ça, c'est un peu plus précis, mais donc contre Zen, contre Nu. C'est des bonnes cartes à rentrer. Après, de base, la carte, c'est vrai qu'elle fait quand même le café dans le sens où tu vois le fait de voir la main de l'adversaire, c'est jamais dégueulasse, quoi, parce que dans tous les cas. C'est jamais horrible. On a mieux à faire de notre tour, quoi. En fait, si jamais vous comparez pour vous le texte, c'est juste regarder la main de l'adversaire. C'est pas nul, mais c'est pas bien. Ça vaut pas le coup de rentrer cette carte pour ça. Encore une fois, cette carte-là, The Weakest Link et Erase donc les deux cartes qu'on vient de présenter, c'est des cartes qui sont un peu plus liées au méta et qui sont assez chères par rapport à l'impact qu'elles ont. Je pense que les premiers achats à faire, c'est les deux. En fait, c'est par ordre, c'est vraiment par ordre décroissant. Premier achat à faire pour moi, c'est Command and Conquer. Ça vaut super cher, mais c'est super fort. Vous ne perdrez pas d'argent avec cette carte-là, elle sera encore jouée dans 5 ans. Elle est trop bien. Unlettered Strike, pareil, carte générique, vous pouvez la jouer dans tous les decks, il y a plein de decks qui la jouent, c'est super bien, ça fait plein de trucs, c'est stable, c'est chouette. Erase Face, Weakest Link, c'est plus dépendant de la méta. Actuellement c'est pas mal, vous pouvez investir dedans, c'est des cartes qui seront jouées dans plusieurs decks, selon les méta, ça sera pas toujours joué. Voilà, ça va dépendre, ça va être joué pendant longtemps, mais avec des allers-retours, des moments oui, des moments non. Poison the Well, c'est un méta call. Warmonger's Diplomacy, pareil, c'est vraiment lié à une méta. Et la carte vaut tellement pas son prix. Ça devrait, en fait, si jamais la carte valait 2 €, je vous dirais oui, prenez Warmonger's Diplomacy, c'est un peu bien et tout. Elle vaut beaucoup plus que ça. Elle vaut, je sais plus combien, mais elle vaut beaucoup trop cher et c'est pas un bon achat. Et toi, tu dis par exemple, si tu sais qu'il va y avoir plein de rangers, plein d'Azalea, etc., qui vont jouer contre toi à un tournoi, t'aurais d'autres choses à proposer pour remplacer celle-là qui coûterait moins cher, donc. Si tu es dans le sideboard, tu dis bah ouais mais en fait sans sideboard c'est ballot parce que celle-là tu pourrais jouer autre chose quand même quoi. Si vous avez Command and Conquer, c'est un très bon outil contre les rangers. Évidemment, viser l'arsenal d'un ranger c'est toujours très embêtant pour lui. Mais de toute façon, vous n'êtes pas censé avoir vraiment besoin de ça. Warmonger's Diplomacy fait pas tant gagner des parties que ça finalement. Ok. Vous jouez votre deck normal et ce sera très bien. Je vais pas parler des cartes que j'ai rentrées, de 2 cartes que j'ai rentrées en inventaire, en remplacement, qui sont Humble, qui est une carte que j'aime beaucoup, c'est la 3ème. Et quand vous touchez avec cette carte, encore une fois, chiffre magique, pour 2 ça tape à 6. Pourquoi c'est le chiffre magique? J'ai dit toujours que c'était le chiffre magique, mais parce que du coup pour une bleue, vous pitchez une bleue, vous utilisez un de pitch pour faire un coup de Kodachi, et 2 de pitch pour faire la carte dont je parle ici, qui va venir non plus à 6 mais à 7 grâce au pouvoir d'Aira. Quand 2 cartes, vous proposez 8 points de dégâts, qui sont compliqués à bloquer parce que 1 et 7, c'est pas pratique. Et en plus, vous avez un effet disruptif, donc c'est vraiment sympa. Là, c'est que vous annulez le pouvoir du héros en face, pendant un tour. Là, je pense que c'est un peu plus... C'est une carte un petit peu plus compliquée à utiliser parce qu'il faut bien connaître le deck de son adversaire pour savoir si cette carte va l'impacter ou non. Mais il y a quand même plusieurs héros qui sont assez embêtés par cette carte-là dans la méta. Oui, c'est pas juste contre un héros, quoi. Comme ça se joue. Ça marche contre pas mal de héros, ouais. Donc une très bonne carte, et c'est une rare, donc elle ne coûte absolument rien. Et après, il y a Amnesia, c'est une carte encore plus compliquée à jouer, parce qu'il faut vraiment très bien connaître les différents héros. Chiffre magique. Et quand ça touche un héros, les cartes et les tokens qu'il utilise n'ont pas de nom jusqu'à la fin de votre tour, de votre prochain tour.
Jusqu'au début de votre prochain tour, pardon. Euh, alors, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, mais en fait, vous avez certaines cartes qui vous demandent, qui font référence à des noms d'autres cartes. Vous pouvez toujours jouer des cartes qui n'ont pas de nom, mais vous avez, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu Zen, euh, le héros joue beaucoup avec le fait d'avoir joué des Crouching Tiger, des tigres accroupis, je crois, en français. Et en gros, quand vous avez touché avec Amnesia, ces Crouching Tiger ne s'appellent pas Crouching Tiger. Donc si vous y jouez une carte qui dit pour chaque Crouching Tiger que vous avez joué sur ci, blablabla, et ces effets-là ne s'activent pas parce qu'il n'a pas joué de cartes. Il a joué des cartes qui n'avaient pas de nom. Donc c'est un peu compliqué à jouer, c'est un peu compliqué comme règle. En plus. Mais ça va. Enfin, je l'ai mise en remplacement. Elle vaut quelques euros celle-là, c'est pas non plus une priorité. Si vous l'avez, en fait, c'est un bon remplacement en attendant. Si vous l'avez pas, faut peut-être pas l'acheter. Parce qu'elle n'est pas non plus très très impactante dans la méta actuelle. Mais voilà, c'est un bon remplacement parce que les chiffres magiques et parce que ça va quand même gêner quelques héros. D'accord. Alors sachant qu'après c'est toujours pareil, il faut que tu te dises aussi quand t'as ton sideboard c'est stop, mais il faut se dire qu'est-ce que j'enlève comme carte pour la remplacer. C'est toujours aussi un peu le truc de qu'est-ce que j'enlève pour mettre à la place, parce que c'est difficile de vouloir enlever des cartes de ton deck. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, c'est intéressant effectivement la façon d'enlever et par rapport en tout cas au côté budget quoi. Donc ouais, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce deck budget justement? Non, je pense qu'on pourra mettre le lien. Alors il est sur mon compte Fabrari, mais je vais m'assurer immédiatement que je l'ai bien mis en visible. Ouais, Pour je mettrai le lien en hop, description. je mets le public, voilà. Hop, je viens de le passer en public, donc on pourra le mettre en description si jamais vous voulez l'utiliser pour vous monter la liste, ce sera là. On peut mettre aussi en description, je crois que tu peux le montrer, c'est la liste de laquelle je me suis inspiré, en fait. Ouais, enfin la liste sûr, de base, celle-là, ouais. la vraie liste de la personne qui a joué Aira au championnat du monde et qui a performé avec. Ça c'est la vraie liste. Voilà. Moi ce que j'ai fait c'était un bricolage pour rendre le deck moins cher. Et je vais vous expliquer mes choix jusque-là. Mais l'avantage de cette liste-là, de l'avoir aussi, c'est que vous voyez les cartes qui sont dans le deck et les cartes qui sont dans l'inventaire. Donc qui sont dans le sideboard. Du coup, étonnamment, Double Strike, il le met pas, quoi. Du coup. En fait, je pense que c'est pour certains decks, typiquement Enigma, pour aller pour multiplier les petites attaques qu'elle va avoir besoin de bloquer. C'est assez pénible pour elle. Voilà. Très bien. J'ai toujours peur de dire n'importe quoi parce que n'ayant pas joué le deck. Oui, bien sûr, après il faut le faire tourner et tout ça pour. Mais bon, moi ça, on comprend un peu la façon dont le raisonnement et vous pouvez l'appliquer évidemment sur les autres, sur d'autres decks de cette méthode là, quoi. Après, ce qui sera bien, effectivement, là, donc on parle vraiment, là aujourd'hui, c'était l'idée de parler vraiment de la construction du deck, et après, je pense, effectivement, on fera des leçons là, on y va dans le vif du sujet de faire des parties et de voir un peu, effectivement, comment améliorer aussi son gameplay, comment améliorer sa façon de jouer en fonction des héros que vous allez avoir et des différents match-ups. Donc ça, on fera ça sur les prochaines vidéos. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Parce que c'est pas mal déjà, c'est intéressant tout ce que tu nous as cité. Un peu non, je voudrais résumer un peu comment j'ai fait pour transformer le deck en version un peu plus budget. Donc j'ai pris une liste compétitive qui avait performé. Vous pouvez en trouver facilement sur internet ou sur les Discord, avec votre commu local. Et après je prends les cartes qui sont vraiment chères. Je vais pas m'embêter à changer les cartes qui coûtent moins de 1 euro, mais les cartes qui coûtent 30, 40, 50 euros, oui, celles-là, je vais essayer de les remplacer avec des versions plus budget en attendant, en essayant d'être vraiment dans le même archétype. Vous voyez, j'ai pris des cartes qui coûtaient 0, je les ai remplacées par d'autres cartes qui coûtaient 0 et qui avaient Go Again. Les cartes qui pour 2 tapent à 6 avec un effet hit, à l'impact, je les remplace par des cartes qui ont le même archétype, quoi, pour que en fait le deck reste cohérent. Et voilà, simplement ça a gardé le même ratio de bleu et de rouge, de défense-réaction, d'attaque qui ont go again. C'est hyper important. C'est plus ça qu'il faut chercher à respecter. Et voilà. Oui, et ça s'applique un peu à d'autres, évidemment, aux autres héros aussi de la même façon. Typiquement, Azalea, elle a une construction de deck un peu différente. Elle n'a pas de défense-réaction. Elle utilise presque pas de bleu, elle utilise que des jaunes et des rouges.
beaucoup de rouge. Donc il faut que si vous prenez la liste dont j'ai parlé dans la précédente vidéo de Mika et que vous voulez changer quelques cartes parce que vous n'avez pas tout, remplacer une flèche par une flèche, remplacer un boost par un boost, remplacer une jaune par une jaune, quoi. Et ça marchera certes un petit peu moins bien parce que c'est pas la liste officielle compétitive, mais ça marchera très 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 bien. L'avantage de Flesh and Blood aussi, le jeu est cher pour jouer en compétitif, mais on a beaucoup de bonnes options qui sont qui sont des cartes communes et qui sont des cartes de coup qui ne valent rien. Comme vraiment hein, les cartes que j'ai présentées pour remplacer les cartes chères, là, il y en a beaucoup qui valent quelques centimes, quoi. Et qui marchent un petit peu moins bien certes, mais quasiment aussi bien. Et vous avez un deck cohérent quand même avec ça. Ok, super. Bon, bah c'est chouette, c'est très intéressant. Et puis ça permettra, bah, encore une fois, après sur la vidéo suivante, et ben de regarder un peu comment on peut après arriver à jouer, optimiser. Et puis après, comme tu disais, après comme c'est de la méta, c'est vivant. Donc après, il faut arriver à connaître, piloter après son deck. Donc comment piloter le mieux possible son deck, ça on le verra dans différentes leçons. Et puis le piloter, c'est une chose. Puis après, bah faut connaître un peu aussi malgré tout les adversaires. Donc c'est pas évident. Ouais, c'est bien de jouer contre pour savoir comment ton deck il se pilote en fonction de chaque adversaire du moment, quoi. Ouais, exactement. C'est un très très gros impact. Je pense que c'est le plus gros impact que vous pouvez avoir sur vos victoires ou vos défaites. C'est vraiment la connaissance de votre deck, la connaissance des decks en face, et surtout de comment vous devez adapter votre jeu pour que ça s'interface bien avec celui de votre adversaire. C'est long, c'est difficile, mais honnêtement, ça a un impact énorme sur les parties. Contrairement à d'autres TCG. C'est aussi pour ça que je trouve que Flesh and Blood est très intéressant à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'autres TCG où on cherche à jouer son jeu, votre adversaire cherche à jouer son jeu, et l'interaction, c'est un peu du par cœur, c'est un peu, je sais que je dois jouer mon contre sur tel sort qu'il va lancer, et si jamais je le fais pas, j'ai perdu, si jamais je le fais, j'ai gagné. Là, Flesh and Blood, c'est beaucoup plus fin, et c'est plutôt à quel point vous devez être agressif, à quel point vous devez mettre des cartes dans l'arsenal, à quel point vous devez donner de la valeur à vos attaques d'armes et tout ça pour influencer sur la fatigue en fin de partie. À quel point vous devez envoyer vos bonnes cartes tout de suite, ou vous devez les remettre dans votre deck pour les garder, pour les repiocher plus tard. Il y a beaucoup de décisions que vous devez faire, et toutes ces décisions-là sont importantes pour bien jouer votre deck. Ça donne des belles vidéos en perspective. Tout à fait, ouais. on a de quoi faire. Voilà, c'est un peu l'idée aussi, d'essayer d'être toujours progressif et d'y aller pas à pas pour perdre personne aussi. Donc d'ailleurs, je vous invite encore une fois évidemment à vous abonner à la Gare à Jeux, à commenter la vidéo et à vous abonner sur la chaîne aussi Heavy Hunters. Et puis si vous avez des questions, faut pas hésiter aussi à le dire en commentaire. Peut-être à un moment donné, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas pensé à aborder ou qu'on pourrait aborder par la suite. Donc faut pas hésiter aussi en commentaire à dire tiens, je débute ou je joue un petit peu, mais tiens, il y a un sujet qui m'intéresse vraiment, parce que ça peut être aussi une idée pour les prochaines leçons qui sont à venir. Donc voilà, j'essaierai, alors je promets rien parce que je suis pas très discipliné avec ce genre de choses, mais j'essaierai de passer sur les vidéos pour lire les questions et y répondre si jamais. Ouais, après je te ferai un retour quand il y a besoin. De toute façon, moi, si jamais il y a des commentaires, je ferai un plaisir à, voilà. Et n'hésitez pas à passer sur les Discord aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez vous investir un peu plus dans le jeu, c'est honnêtement là où vous aurez la meilleure source d'information. Et puis jouer. Et jouer, bien sûr. Ça, c'est la partie cool. Quand même. Bon, écoute, merci à toi pour cette Avec plaisir. cette session, et puis on se retrouve dans 15 jours, pardon, pour une prochaine session. Allez, on vous fait des bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.